Je vais juste rapidement remercier Sébastien et la section ER Nord d'avoir si bien organisé cette réunion. Donc, militants de la section Nord, merci à vous. Et je passe la parole à Lucien. Oui, bonjour tout le monde. Je vais commencer par retracer un petit peu mon parcours à Égalité et Réconciliation. J'ai adhéré en 2007. Je suivais l'actualité de mon voisin de gauche là, depuis une vingtaine d'années à peu près. Et je voyais à peu près en fait toutes ces tribulations médiatiques. Ensuite, l'association avec Dieudonné. Je trouvais ça très intéressant parce que c'est un peu ce que Socrate faisait, c'est-à-dire titiller un peu le pouvoir, quoi. C'est ça la métapolitique, finalement. Ça doit être le rôle. C'est de venir en quelque sorte pour embêter le système et même embêter la critique du système, la critique institutionnelle du système. Et donc en 2007, quand l'association se lance, j'adhère. Ensuite, j'arrête en 2008 parce que en fait, je savais pas trop comment je pouvais m'articuler personnellement en fait à l'organisation, et puis j'avais des problèmes par ailleurs personnels. Et je reviens en 2012 après avoir solutionné ces quelques problèmes. Et puis après aussi que finalement d'une certaine façon ER avait un peu décanté. En fait, je trouvais que c'était mieux organisé. C'était plus mûr, quoi, en quelque sorte, et il était possible de mener une action plus disciplinée, plus structurée. C'est tout de suite beaucoup plus motivant. Quand on cherche justement une action structurée, organisée, disciplinée, puisque faut pas oublier une chose, c'est que effectivement on est en guerre. Donc il y a un gros travail, du pouvoir, pour nous faire croire qu'on est en paix et que la guerre c'est loin, c'est ailleurs, etc. Mais donc il faut surtout pas se laisser illusionner par tout ça. Il y a des mécanismes, des stratagèmes d'ingénierie sociale, des stratagèmes de management des perceptions qui sont mis en place pour que nous désarmions tout seuls. Donc l'intérêt que je voyais à Égalité et Réconciliation, c'était de réarmer psychologiquement la population. De mettre en évidence, de souligner un peu comme au Stabilo Boss, tous les réseaux de pouvoir qui traversent la France, qui traversent le monde occidental, et dont on n'a pas le droit de parler, c'est-à-dire tout le monde du lobbying, etc., lobby sioniste, lobby LGBT, lobby féministe. Le LGBT, il y a une dizaine d'années, on le voyait moins, il a éclaté depuis. Donc ça me paraissait effectivement essentiel de mettre ça en évidence et de travailler sur en fait la visibilité, la visibilisation. C'est un terme aussi de la pensée unique qui parle beaucoup de visibiliser par exemple les transsexuels. Donc l'OTAN parle beaucoup de ça, la CIA aussi. Et il s'agit en fait, il y a tout un tas de mots-clés comme ça qui sont diffusés maintenant de plus en plus, et on va les entendre avec Macron. Ça va devenir vraiment le bréviaire, la prière du mondialisme, c'est la démocratie inclusive. Alors ça, c'est tous les éléments de langage qui sont diffusés depuis les officines d'influence atlantistes, européistes, sionistes, et qui vont commencer qui vont nous empoisonner l'esprit là pendant les 5 années à venir, et peut-être pour toujours si on s'en sort pas. D'où la nécessité effectivement de s'organiser politiquement et métapolitiquement. Ensuite, j'ai pris ma carte au Front National en 2013, en regardant quelle était l'offre politique, puisque à côté de la métapolitique, il faut aussi une inscription institutionnelle conventionnelle, donc il faut effectivement mettre les mains dans la merde, dans la politique politicienne. Moi j'étais puceau de ce point de vue-là, j'avais fait d'autres choses avant, mais dans le champ de la politique politicienne et de tout ce que ça comporte de un peu tordu, en termes de rapport de force caché, dissimulé. Là je vois un peu comment fonctionne le Front National de l'intérieur depuis 2013, surtout 2014. Sachant que, moi, comme je disais à table tout à l'heure, je ne soutiens ni des individus ni des organisations, je soutiens des tendances. Et à l'intérieur d'une tendance, j'essaye de regarder quel est le meilleur cheval.
Donc en termes de métapolitique, le meilleur cheval aujourd'hui c'est égalité et réconciliation, et en termes de politique politicienne, le meilleur cheval aujourd'hui sur le plan du nombre de bulletins dans les urnes, c'est quand même le Front National. Ça peut changer, et c'est évidemment, l'histoire est encore ouverte. Donc de la nécessité du métapolitique, effectivement, pour essayer d'infuser de l'extérieur tous les risques de pétrification, tous les risques de politiquement correct qui pèsent sur les partis politiques, sur les partis politiques institutionnels, comme le Front National, par exemple. Donc il faut effectivement réussir à articuler les deux. C'est pas facile, c'est peut-être même impossible, puisque bon, on a toujours affaire à des psychologies. Certains ont dit que Marine Le Pen s'était effondrée au moment du débat, voilà, donc elle n'a pas tenu le choc. Bon, c'est une hypothèse, oui, c'est possible, il y en a d'autres. En tout cas, bon, le facteur psychologique est essentiel. Pour cela, effectivement, sachant que l'activité politique, l'activité militante a un coût émotionnel, un coût calorique, je dirais, parce que bon, enfin, un coût économique aussi, on risque la mort économique, on risque la mort sociale. C'est pour ça que je me suis dit au fil des années qu'il fallait essayer de travailler sur la réduction du coût humain du militantisme. Donc essayer de mettre en place comme ça des routines, des techniques. Donc c'était l'objet des ateliers de réinformation que j'ai fait ici même à l'invitation de Manu. L'idée là donc c'est effectivement toujours un petit peu en marge de l'activité de politique politicienne, donc d'un point de vue métapolitique, de faire en sorte que chacun devienne en quelque sorte producteur de sens. Ça sonne très management, comment dire, un peu marketing, etc. Mais bon, il faut s'inspirer de tout ça parce que ça marche. Je veux dire, Macron a été élu en appliquant des techniques de management et de marketing. Donc bon, la question de l'ingénierie sociale aussi n'est pas loin, évidemment. Il y a des méthodes d'ingénierie linguistique. On sait que ces militants payés au début ont fait des sortes de verbatim. Ils allaient voir les gens et ensuite ils définissaient des listes de mots, des listes de mots-clés, des listes des éléments de langage à tenir en fonction du segment de population qu'on voulait séduire. Bon, c'est ni plus ni moins que de la drague, intuitivement. Je veux dire, quand on veut plaire, c'est ce qu'on fait. Bon, mais là on atteint un niveau, on pourrait dire, de rationalité, un niveau de méthodologie et du caractère scientifique de la drague qui atteint des sommets. Et ça marche, là, voilà. Puisque à la fin, c'est 20 millions de bulletins dans les urnes, sur la base de promesses creuses. C'est comme dire à une fille, t'es la plus belle femme du monde que j'ai jamais vue, etc. Alors que bon, voilà, le lendemain, éventuellement, elle sera oubliée. Ou là, je parle d'un sujet que mon voisin de gauche aussi connaît bien. Non, mais c'est vrai. Non, mais Macron a dragué la population française, ni plus ni moins, en tenant le discours, en segmentant la population en fonction des communautés, en fonction des classes sociales, et en disant à chaque segment de population ce qu'il voulait entendre. D'où le caractère, je dirais, complètement protéiforme et en fait insignifiant finalement de son discours global, puisque de toute façon le vrai programme n'a jamais été présenté. Le vrai programme, c'est la suppression de l'argent liquide, c'est le puçage de la population, c'est les 40 millions de clandestins que Soros va nous envoyer par paquebot, c'est le vote des clandestins, enfin, par naturalisation ou par modification de la Constitution. Voilà, le vrai programme, c'est aussi alors bon la suppression des noms de pays. Alors ça, c'est Pierre qui avait sorti l'information là il y a quelques années, là, c'est-à-dire la carte de la nouvelle Europe, de la nouvelle Europe décomposée en eurorégions, des eurorégions à cheval sur les frontières et dont les noms de pays ont disparu. Donc c'est tout ça en fait. Faut regarder je vous invite à regarder le vrai programme de Macron. En réalité, il était dans le document de Jean Pisani-Ferry et Henrik Anderlin, qui est un rapport donc de deux technocrates de Bruxelles. Jean Pisani-Ferry est devenu donc conseiller rapproché de Macron, et effectivement, bon, c'est de fin 2015 ou fin 2014, je sais plus. Et là, on a le vrai programme, c'est-à-dire union bancaire.
et abolition totale des frontières, etc. etc. Alors, qui dit union bancaire, bon, vous voyez ce que je veux dire. On voit tout de suite, en fait, c'est-à-dire en gros centralisation du pouvoir financier, soit à Francfort, soit, je sais pas où, peut-être, j'allais dire à Londres, c'est peut-être plus l'actualité maintenant, mais en tout cas, bon, centralisation du système bancaire européen. Toujours pour accroître, évidemment, donc, le contrôle des populations, et donc, en fait, de manière parfaitement hiérarchique, parfaitement autoritaire, en dépit, évidemment, des beaux discours. Voilà. Donc à ce niveau-là, effectivement, donc nous devons tous devenir des militants, hein, c'est-à-dire que quand on a affaire à des millions de dollars comme ça, enfin à des sommes aussi énormes qui sont investies pour faire élire un candidat, qu'est-ce qu'on peut opposer à ça? On peut opposer le nombre, et c'est tout. Il n'y a que ça, en fait, puisque nous, on n'a pas les millions de dollars, hein, ou les millions d'euros. Il va falloir opposer les millions de militants. Il faut organiser, il faut structurer ça. Donc c'est un peu l'idée que j'avais en lançant les ateliers de réinformation, c'est de transmettre ma petite expertise sur les questions de retournement, hein, de spin, c'est-à-dire comment faire en sorte que quelqu'un qui pense quelque chose pense autre chose. Voilà. C'est de la conduite du changement, hein, il s'agit simplement de faire en sorte de lever des blocages psychologiques, puisqu'en réalité c'est de la psychologie, puisqu'en fait la politique c'est pas des idées, fondamentalement c'est des émotions, et donc il faut travailler sur, en quelque sorte, sur l'émotionnel, hein, sur les affects. Le Front National fait encore peur, parce que voilà, il y a toute une charge historique qui est plaquée dessus. Et puis donc donc ça veut dire que la dédiabolisation finalement n'a pas encore été assez loin. C'est juste la conclusion logique à laquelle on arrive. C'est-à-dire qu'en fait il y a un coût que l'on peut anticiper à dire que l'on est sympathisant, nationaliste ou là je parle du Front National, ça pourrait être une autre organisation. Mais aussi longtemps qu'il y a un risque à dire que l'on est souverainiste, nationaliste ou je ne sais quoi, quelque chose dans cette nébuleuse un peu idéologique, eh bien, on ne peut pas devenir majoritaire. Il faut faire en sorte, il faut sortir du mythe un peu de l'avant-garde, etc., qui est un mythe romantique. Non, il faut vraiment penser les choses en termes de moyenne, hein, de petites gens ordinaires, et qu'est-ce qui permet à la moyenne d'être active, hein, sur le plan du militantisme. Parce que, effectivement, là, ça fait quelques années que je fais des conférences. J'ai toujours l'impression de nourrir le public à la petite cuillère, quoi. Mais j'espère que ce que je dis ne part pas dans le vide cosmique, quoi. Et parce que mon but, c'est pas d'exister sur une tribune comme ça et puis devant des bouquins. Non, c'est vraiment de transmettre. Parce que je sais que mon destin est tributaire, je dirais, du groupe dans lequel je me trouve. Et que, n'ayant pas les millions de dollars ou les millions d'euros comme Macron, je suis obligé de m'entourer de millions de gens. Et j'ai pas le choix, c'est comme ça. Donc je ne sauverai ma peau qu'en sauvant la peau des gens qui sont autour de moi, et mais en organisant cette masse. En organisant cette masse pour qu'elle aille à peu près dans le sens de mes intérêts. Il se trouve que mon intérêt, hein, de petite classe moyenne, c'est à peu près l'intérêt, c'est votre intérêt aussi, fondamentalement. Hein. On est fondamentalement dans des rapports de classe. Hein. On essaie de nous faire croire le contraire, mais bon, c'est une fiction. On s'en rend compte assez rapidement dès qu'on se retrouve finalement sur le terrain, dès qu'on fait les marchés, ou dès qu'on discute dans la famille. En fait, moi je vois bien dans la génération de mes parents, les baby-boomers, donc nés entre 1945 et 1960, hein, c'est à peu près l'intervalle qui a été défini par les démographes. Ce sont des gens qui, dans leur majorité, sont des bourgeois. Il est rigoureusement impossible de leur faire comprendre l'urgence de la situation en France, notamment qu'on est en guerre. Ce sont des gens qui ne veulent pas le comprendre, tout simplement parce qu'ils ont leur petite maison et qui croient effectivement que les Trente Glorieux se poursuivent. Alors à la marge, il y a des choses qui s'effondrent, mais pour eux, l'essentiel reste debout. Voilà, donc là, on a affaire à des gens qui sont sourds et muets, sourds et aveugles, mais qui ne sont pas muets. Hein. Ils peuvent mettre des bulletins dans les urnes. Alors, c'est un peu le problème. Moi, j'ai vu ça donc dans ma famille, j'ai vu ça aussi sur les marchés, etc., en discutant, en distribuant un peu des tracts, tout ça. Et
c'est vrai qu'il y a des conditionnements psychologiques, mais qui sont liés tout simplement au confort matériel. Aussi longtemps qu'on ne souffre pas, aussi longtemps qu'on n'est pas frappé, il n'y a pas de raison de changer. Et donc, le conditionnement psychologique qui date des 30 Glorieuses ne peut pas être retravaillé, ne peut pas être retourné, ne peut pas être fissuré. Voilà, donc effectivement, il faut attendre que la situation s'aggrave en France. Mais il faut mettre en place donc des structures d'accueil en quelque sorte. C'est-à-dire que quand tous ces gens qui aujourd'hui effectivement vous rionnez sur les marchés qui appartiennent à on pourrait dire une catégorie de la population un peu plus favorisée que la vôtre, quand ils vous disent oui mais non c'est pas possible vraiment et sortir de l'euro, sortir de l'UE, non, Marine Le Pen oui elle est pas antipathique, mais bon, il y a quand même sur les sujets justement donc économiques, c'est vraiment pas possible. Bon, il faut attendre simplement effectivement que les banques commencent à se refinancer sur les comptes d'épargnants, par exemple. C'est la loi Sapin 2, qui est une application, une transposition d'une directive européenne qui s'appelle le buy-in. Voilà, bon, il faut juste attendre une aggravation de la situation qui devrait logiquement se produire. Mais pour ça, effectivement, il faut faire de la métapolitique, c'est-à-dire préparer les esprits à venir à nous. Idem, quand effectivement, donc l'OTAN se prépare à attaquer la Russie et se prépare à envoyer des troupes au sol en Syrie. Donc là, il faut attendre le bon alignement des planètes, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire, là, on a Macron en France. On devrait avoir à nouveau Merkel ou Martin Schulz en septembre. Donc Schulz, Merkel, c'est la même chose. Il y a un gros travail aux États-Unis là, pour essayer de faire tomber Trump par une procédure d'impeachment. S'ils y arrivent, là, il y aura effectivement une conjoncture favorable. Je pense que même avec Trump à la Maison-Blanche, les néoconservateurs peuvent contourner, etc. Donc là, logiquement, dans les mois qui viennent, on est en guerre. On est en guerre, tout simplement, contre la Russie, contre l'Iran, contre la Chine, qui est un peu en arrière-fond de tout ça, mais qui regarde effectivement la progression de certaines armées occidentales. Et là aussi, ça peut se terminer à coup d'ogive nucléaire. Enfin, il faut être conscient de ça, quoi. Bon, j'ai écrit tout un bouquin pour préparer ça, pour anticiper là-dessus, sachant qu'en face, on a quoi ? On a des clubs LGBT. Je veux dire, l'OTAN, la CIA sont des clubs LGBT, en dehors de la composante sioniste, évidemment. Sioniste, atlantiste, etc. Voilà. Donc en fait, effectivement, nous devons devenir un peu, je sème à tout vent en quelque sorte, et s'aimer nos idées, tout ça. Mais pour que ça passe bien, il faut effectivement s'inspirer, s'imprégner des techniques de marketing, c'est-à-dire qui permettent effectivement de contourner les défenses psychologiques, sachant qu'aujourd'hui, le terrain, le théâtre des opérations de la guerre hybride dans laquelle nous sommes engagés n'est pas seulement militaire et conventionnel, il est aussi dans l'esprit. Il est aussi dans l'esprit et il est aussi civil. Les civils sont militarisés aujourd'hui. Une militarisation donc du champ civil et une militarisation qui peut fracturer les familles, qui fracture les groupes d'amis, qui fracture la société et qui est faite à dessein, effectivement. De toute façon aussi, c'est divisé pour régner. Là, j'enfonce une porte ouverte. Et donc l'activité, le métapolitique au sein de Égalité et Réconciliation doit servir à cela. J'avais aussi, je voulais lancer une initiative en fait d'atelier de fabrication de slogans, c'est-à-dire parce qu'aujourd'hui il faut justement pour être efficace en termes de com, je veux dire de spin, c'est-à-dire quand vous êtes dans un dîner de famille entre le fromage et la pomme ou à la machine à café au boulot, il ne faut pas rentrer dans des grands discours. Il faut ramasser la pensée en slogan. À une autre époque, on dirait en proverbe, en maxime. Aujourd'hui, on pourrait dire en anglais des punchlines, quoi. Il faut frapper fort et vite. Une phrase ou deux maximum. Et ça, c'est effectivement, ça, c'est ce que les publicitaires apprennent à faire. C'est-à-dire fabriquer, ou comme par exemple sur les affiches de cinéma, il y a le titre, et puis il y a toujours une petite phrase qui donne envie. Voyez. Donc il faut être capable de produire ça, mais comme ça, je veux dire, il faut que ça devienne une activité naturelle. Nous autres Français, on a un rapport au langage qui est quand même assez spécifique, et qui logiquement nous aide à ça, peut-être plus que d'autres civilisations.
Bon, en même temps, alors les anglophones sont très forts là-dedans aussi, parce que bon, c'est la structure aussi de la langue en fait qui veut ça. Bon, mais je pense qu'il y a un travail à faire, effectivement, pour développer sa créativité linguistique, sa créativité littéraire, en quelque sorte. Et je vous invite à le faire tous. Et puis bon, je vais relancer un petit Jean-Marie en Ile-de-France là, pour essayer de relancer, enfin de mettre au point comme ça des ateliers. Alors là, au-delà de la réinformation, des ateliers de marketing politique, pour ainsi dire. Disons le mot, quoi. Enfin, faut essayons alors. Enfin, je veux dire, tout ce qui est effectivement, comment dire ça, recherche académique, universitaire, avec des centaines de sources, c'est bien. Le problème, c'est que ça suffit pas. Voilà. Après, ça doit servir de tremplin, ça doit servir de base pour passer à l'attaque, et passer à l'attaque dans le champ d'une guérilla sémantique, d'une guérilla, parce que bon, on n'a pas le droit d'avoir des armes en France, où c'est très contrôlé, voilà. Donc on va mener la guérilla dans les esprits, on va mener la guérilla dans le langage. Il y avait une petite vidéo là, d'un mec du Hezbollah là, qui retournait un mec de Daesh qui était passé sur le site de R. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'était prodigieux. En fait, ils étaient à 40 mètres, quoi. 10 minutes auparavant, ils se tiraient dessus. Et le type du Hezbollah discute, il argumente. Et il est comment dire ça, pugnace. Et surtout, il est comment dire ça, performant, c'est-à-dire qu'il est convaincant. Voilà. Et le mec, et à la fin, on les voit. En fait, il y a un autre mec du Hezbollah qui filme avec son téléphone portable, et on voit le mec du Hezbollah et le mec de Daesh qui fraternisent. Et bon, a priori, bon, mais comment dire ça, plutôt côté Hezbollah, quoi. Donc, par la parole, on peut avoir un impact concret dans des situations apparemment désespérées du point de vue de la parole. Évidemment, je veux dire, quand on est dans les décombres d'une ville qui vient d'être bombardée, etc., bon, et qu'on est là à se tirer dessus dans les appartements, on pourrait se dire la parole ne sert plus à rien. C'est faux. Il ne faut jamais, jamais, jamais entrer tomber dans ce piège. La parole et la pensée articulée, la pensée intellectuelle doivent être maintenues jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Le but du pouvoir, c'est de nous faire croire qu'il va falloir devenir des brutes. C'est-à-dire qu'il va falloir passer au physique et que finalement, la réflexion ne sert plus à rien. C'est faux. C'est faux. Jusqu'au bout, il faut maintenir les droits de la pensée discernante, de la pensée rationnelle, de la pensée empiriste, appuyée sur des faits, sur de l'expérience, de l'expérimental, et sur la pensée, comment dire ça, la pensée nuancée, la pensée articulée, la pensée dialectique, la pensée subtile, quoi, en fait. Et donc, alors là, effectivement, je me contredis un peu moi-même. Un slogan, c'est pas subtil. Non, mais le slogan, c'est juste un outil. Un outil pour rentrer dans l'esprit d'autrui et pour commencer à fissurer. Mais ensuite, une fois que c'est fissuré, bon, bah là, on peut commencer à être un peu plus fin, évidemment. Ouais. Donc, alors je dis tout ça, je vais basculer un petit peu sur ce que j'ai fait la semaine dernière. Donc j'étais en Iran à l'invitation là, des organisateurs des conférences New Horizon. Donc on a un peu parlé de ça. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même un front des conservateurs, on pourrait dire ça comme ça, en fait, qui est en train de se mettre en place, je veux dire, depuis un certain nombre d'années déjà, évidemment, puisque finalement, c'est peut-être ça qui nous rallie tous, je veux dire, que ce soit les Pasdaran en Iran, que ce soit les nationalistes en France ou ailleurs. Finalement, voilà, c'est que nous n'avons pas les moyens du progressisme, finalement, hormis, évidemment, dans le champ local, on pourrait dire du travail, ce genre de choses. Mais ce qu'on appelle le progressisme aujourd'hui, c'est quoi? C'est le LGBT, c'est le multiculti sauvage. Et donc, en fait, quand on vient du peuple, on est naturellement conservateur. Et en fait, alors, je voyais, les gens avec qui je discutais là, à Téhéran, alors on nous a fait visiter en préambule les zones de guerre Iran-Irak, donc à la frontière irakienne. Après ça, on nous a ramenés sur Téhéran, puis là, il y a eu les 2 jours de colloque avec des gens bien connus dans le mouvement dit de la dissidence. Il y avait Jean-Michel Vernochet, Richard Labévière et Yvan Benedetti, et pour les plus connus.
Et donc on s'est retrouvés entre gens finalement de bonne volonté, par-delà les clivages comment dire, du choc des civilisations. Et donc j'ai découvert un pays, j'ai découvert effectivement une réalité, quoi, évidemment. Alors je me doutais bien que tout était bidouillé par les médias occidentaux, mais bon, c'est vrai qu'effectivement la réalité ne correspond pas à ce que les médias disent de ce pays, évidemment. Alors là, ils étaient un peu déçus, là, parce que manifestement, c'est le côté progressiste, enfin le côté réformiste qu'il a emporté au présidentiel là, de vendredi. Voilà, en fait, tout le monde aujourd'hui se retrouve un peu sur une ligne de front, avec un clivage à peu près similaire entre soi-disant progressistes et vrais conservateurs. Vrai conservateur, ça n'exclut pas le progressisme, par exemple, effectivement sur les conditions de travail, évidemment. C'est gauche du travail, droite des valeurs. Droite des valeurs, c'est vrai conservatisme. Je ne parle pas de la droite bourgeoise française qui a voté pour Macron, en masse, après avoir voté pour Fillon au premier tour. Là, c'est des gens qui, effectivement, n'ont manifestement aucune valeur autre que le compte en banque. Je suis dans un quartier là, en région parisienne qui est très manif pour tous. J'ai vu les résultats en bureau de vote le soir du deuxième tour. C'était calamiteux. Macron faisait 86% dans mon bureau de vote, c'est-à-dire dans mon quartier. Alors que tout ça va à la messe le dimanche matin, quoi. Voilà, non, mais c'est abject en réalité. Alors j'ai cru que effectivement la bourgeoisie française d'un seul coup se réveillait avec la manif pour tous là en 2013-2014. Voilà, elle est retombée dans son abrutissement, comment dire, traditionnel, quoi. Enfin, je veux dire, traditionnel pas au sens de la tradition. Dans son abrutissement habituel. Voilà, il ne faut plus compter là-dessus. Il faut maintenant organiser les classes moyennes, le prolétariat éduqué. Et c'est à peu près. Et puis essayer de neutraliser effectivement cette alliance du capital et du sous-prolétariat. Mais nous sommes effectivement majoritaires, de toute façon. Démographiquement, c'est clair. Et il faut qu'on progresse encore. Et là, effectivement, de toute façon, on a bien vu des gens qui se demandaient, des gens qui avaient voté Mélenchon au premier tour et qui se demandaient que dois-je faire. On en connaît tous et qui ont peut-être commencé à réfléchir et ont peut-être commencé à faire un cheminement vers la vraie, finalement, le vrai progrès. Enfin, je veux dire, en fait, vers la vraie politique sociale qui est inséparable de la question de la souveraineté nationale. C'est l'une conduit à l'autre. Voilà, il faut continuer le travail. Moi, je pense qu'on dit que c'est un échec là avec l'échec de Marine Le Pen. On peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Si on le regarde à moitié plein, on voit quand même qu'on est au-dessus des 10 millions en termes de bulletins dans les urnes. Alors après, ça peut être une autre organisation qui récupère ça. Le résultat concrètement, c'est que là, on a vu qu'il y avait 10 millions de gens dans ce pays. Maintenant je sais qu'il y a à peu près 10 millions de personnes dans ce pays qui pensent à peu près comme moi, à peu près. Je veux dire, ça fait quand même, si on retire les enfants ou les vieux qui votent plus, ça fait une personne sur 5, une personne sur 4 dans la rue, quoi. Et à 10 millions, on est capable de faire un pays à nous tout seuls. On a aussi les moyens de notre indépendance. Si la partition territoriale annoncée par François Hollande se met en place, je veux dire, voilà, on saura où il faut se regrouper, quoi. Enfin, je veux dire, dans le nord-est, et puis essayer de créer quand même des liens avec le pourtour méditerranéen. Parce que voilà, quoi, je veux dire, si ils ont voté pour ce parti, c'est qu'ils ne sont pas totalement mauvais non plus. Enfin, je veux dire, même si c'est pour d'autres raisons que dans le nord-est, parce qu'ils ont certainement un peu plus de capital. Mais peu importe. Je pense que la guéguerre Philippot-Marion doit être... l'âge de guerre doit être enterré, de toute façon. On a plus de choses à partager. Notamment, tout simplement sauver notre peau, quoi. Et à partir de là, voilà, il faut continuer à travailler, effectivement. Et donc, je passe la parole à Xavier, c'est ça, ouais.